Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Stargate Foracore. Dans cette émission, on traitera les épisodes 17 à 20 de la saison 7. Et on commence tout de suite avec les épisodes 17 et 18 qu'on traitera ensemble exceptionnellement. Ce double épisode, intitulé Héros, n'était absolument pas pensé comme un double épisode, mais bien au contraire comme un épisode bouteille, destiné à économiser une partie du budget de la saison pour les épisodes finaux. Héros 1 et 2 étaient donc tournés en majeure partie par la seconde équipe technique, c'est-à-dire l'équipe réduite qui s'occupe généralement de réaliser les plans d'ensemble, les plans de coupe ou toute scène n'ayant pas besoin du cast principal. Cependant, face à un résultat bien meilleur que celui auquel ils s'attendaient, et devant une première ébauche du montage qui atteignait presque 65 minutes, au lieu de 44 minutes habituelles, il fut vite évident que l'histoire méritait de s'étaler sur 2 épisodes. Les scénaristes écrivirent alors de nouvelles scènes, ainsi que toute une partie de l'histoire qui à l'origine devait se passer hors caméra, comme les scènes de SG-13 sur la planète, la bataille avec les Jaffa et la tentative de sauvetage par SG-1. Ces scènes-là furent tournées près de 2 mois après le début de la production de l'épisode. D'ailleurs, les scènes extérieures ont été réalisées par la seconde équipe technique, pendant que l'équipe principale tournait l'épisode Les Amazones quelques kilomètres plus loin. La réussite de cet épisode repose, entre autres, sur son script et sur le twist scénaristique autour de la mort d'un des personnages principaux, mais aussi sur la présence formidable de Sol Rubinek, qui en plus de s'être adapté au calendrier mouvementé de ce tournage, s'est fait un malin plaisir d'improviser de nombreux dialogues. Oh, vous pouvez pas faire attention avec votre perche là. Tu parles de professionnel. Allez. La production mouvementée de cet épisode a bien évidemment été mère de nombreux faux raccords et problèmes de continuité dont on va parler maintenant. Je vous aime de tout mon cœur. Dans cette scène, les dossiers de Hammond jouent un drôle de ballet. Sans jamais que le général n'y touche, ce dossier est ouvert, puis refermé ici, puis à nouveau ouvert sur ce dernier plan. Plus tard, quand O'Neill repousse Bregman de l'ascenseur, il le fait d'abord avec sa main gauche, puis sur le contre-champ avec la main droite. Enfin, quand Balinsky est trop heureux d'avoir gagné son pari, il lève les bras au-dessus de sa tête, une première fois, puis une nouvelle fois. D'ailleurs, dans toutes ces scènes, on peut remarquer la présence de petits poteaux en lisière de la forêt. Il s'agit sûrement de la frontière du terrain sur lequel il tourne. On remarque aussi une petite cale en bois au pied de ce pilier qui disparaît ensuite quand SG-13 se fait attaquer. Ces derniers maltraitent d'ailleurs les rochers en styromousse qui se mettent à danser au moindre coup d'épaule, comme ici, ou encore dans cette scène. On aura d'ailleurs le même genre de gaffe dans l'épisode suivant, quand les colonels se cachent derrière ce gros rocher qui finit par vaciller comme du papier quand il bouge. Au passage, dans cette même scène, la torche de O'Neill tombe de son P-90 quand il se met à tirer. À propos de O'Neill d'ailleurs, dans la scène de sa confrontation avec Kinsey, le plan filmé par la caméra des documentaristes descend brusquement au sol avant de se relever vers la porte. En réalité, il s'agit d'un tour de passe-passe pour cacher le fait que la pièce où il tourne ne contient pas de 4e mur et qu'il donne directement sur le studio. Pendant ce bref mouvement, on peut remarquer des petits T en ruban adhésif ou gaffeur. Il s'agit sans doute des marques de placement pour les comédiens. Enfin, on peut remarquer la présence de ce que je suppose être l'artificier ou l'artificière qui déclenche le mécanisme de l'explosion. Aussi, dans une autre scène, Daniel est vu pactant ses affaires, notamment une petite figurine cosmonaute d'origine inconnue. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, vous aurez sûrement reconnu Mitchell Kosterman qui jouait déjà dans l'épisode 2 de la saison 3, 7, en incarnant l'agent spécial Emner. La partie 2 verra la première apparition de Robert Picardo, alias Richard Woolsey, qui deviendra plus récurrent à la tête de la CIS, puis un membre régulier dans Stargate Atlantis. On remarquera aussi tout un tas de faux raccords dans cette seconde partie, comme le stylo de Bergman qui n'est pas tenu de la même manière d'un plan à l'autre. Plus tard, la position des dossiers bruns et rouges n'est pas identique entre le champ et le contre-champ. Enfin, si les gants de Frazier et de Daniel sont imbibés de sang dans le plan rapproché, ils sont intacts dans le plan large. Finalement, il est amusant de remarquer que le téléviseur sur lequel Bregman et son équipe regardent la vidéo est surélevé par 2 boîtes à cassettes, alors que sur le plan précédent, l'écran est bien installé sur le bureau. La boîte sur le côté disparaît d'ailleurs sur l'autre plan. C'est ce qui fait le tour de ce double épisode. L'épisode suivant, Résurrection, a été écrit par Michael Chanks, interprète de Daniel Jackson, et réalisé par Amanda Tapping, interprète de Samantha Carter. L'ensemble de l'épisode a été tourné dans un lieu très fréquenté par les productions cinématographiques, comme Deadpool et Superman, Man of Steel, ou encore quelques épisodes de X-Files. Il s'agit du Terminal City Ironworks qui fut détruit en 2015. On le verra apparaître dans d'autres séries de Stargate, donc on aura l'occasion d'en reparler. J'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, si ce n'est le fait que Carter semble découvrir dans cet écran que parmi les artefacts, un Vascanov fut trouvé. Il y avait un Vascanov avec. Mais cet écran n'affiche aucune information à propos des artefacts découverts. Il ne renseigne que des expériences réalisées dans l'entrepôt, dont Anna.
Épisode suivant, lutte de pouvoir. Cet épisode est un clip show, c'est-à-dire un épisode réalisé à partir d'extraits d'autres épisodes. Les nouveaux plans ne contiennent aucun membre du casting principal, à l'exception du général Hammond. Le décor de la Maison Blanche était ridiculement petit. Il ne contenait que ce couloir, le bureau ovale et la petite pièce juste avant, qui servira d'ailleurs de bureau pour Kinsey, ainsi que de petites salles de rencontre entre le général et Woolsey au Pentagone. D'ailleurs, l'équipe de production avait prévu tout un tas de plans pour tricher et faire croire que le couloir était plus long pendant la scène d'introduction. Mais William Devane, l'acteur qui joue le président, est arrivé en proposant cette idée de s'arrêter devant chaque buste, et notamment celui de Kennedy, pour délivrer l'ensemble du dialogue. C'est amusant puisque Devane a joué le rôle de Kennedy dans le téléfilm The Missile of October réalisé en 1974. Devane a aussi apporté beaucoup de fraîcheur à ce clip show en proposant de nouvelles lignes ou des propositions de jeu, comme le fait qu'il enlève ses chaussures dans le bureau ovale. En fait, il préférait tourner pieds nus. Cependant, ça ne le dispense pas de créer quelques faux raccords, comme dans cette scène où le stylo proche de ses lunettes change de position sans qu'il ne l'ait touché. Ou encore avec cette disquette, d'abord posée partie amovible vers Woolsey, puis sur le contre-champ vers le président. Dernière chose que je ne peux pas expliquer, c'est ce canon sur le bureau de Kinsey qui est d'abord présent dans le coin, puis qui disparaît ensuite. Le petit canon revient à sa place originale dans une dernière scène. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Stargate Faux Raccord. On se quitte sur une de mes scènes préférées du double épisode Héros. Pourquoi cette caméra est éteinte? Arrêtez de vous demander ce que vous faites là, parce que moi je le sais. Ces hommes et ces femmes risquent leur vie pour nous tous. Et je veux le voir, ça. Je veux les voir à l'œuvre, même si eux ne veulent rien montrer. Et je veux aussi que le monde entier les voie. D'après vous, ils font quoi? Ils conspirent contre nous, là? Ils nous cachent des choses? Non, ce serait pas notre monde, ça. C'est celui de Mao, celui de Staline. C'est le monde du secret d'État, de la police secrète, des exécutions, des procès secrets. Voilà ce que c'est. Quand on muselle la presse, tout ce qu'on a, ce sont des mensonges, des contre-vérités et de la propagande. Et je vous assure qu'il n'y a rien de pire pour une société qu'avoir une presse qui se retrouve au service des militaires et des politiciens. C'est la fin de la démocratie, ça. Alors à partir de maintenant, je vous interdis d'éteindre cette caméra. Et je me fiche de ce que vous pouvez penser de moi. Vous croyez servir le peuple? Moi aussi, je le sers.